Salut la team ancienne star. Deux légendes, un vainqueur. Voici ce qui s'est passé quand Steven Seagal a affronté Frank Dux. Tout a commencé par un défi qui n'était pas censé quitter la pièce. Une conversation tranquille entre deux figures respectées de la scène des arts martiaux de Los Angeles a mis en branle un affrontement que les fans débattaient depuis des décennies. Que se passerait-il si Steven Seagal combattait Frank Dux? Les deux hommes étaient célèbres, controversés, et tous deux convaincus de leur capacité, mais pour des raisons totalement différentes. Quand le destin les a placés sur le même tatami devant un public choisi et silencieux à North Hollywood, le débat s'est arrêté et le combat a commencé. C'était un combat qui a poussé chaque homme au bord du gouffre, avec un dénouement décidé dans les derniers moments électrisants. Les spectateurs assistaient à un affrontement entre deux personnages totalement différents. Steven Seagal était une figure imposante, tant littéralement que dans le monde des arts martiaux, mesurant plus de 1,93 mètres avec une présence calme et délibérée. Ce n'était pas le genre d'homme qui semblait pressé ou agité. Son historique d'entraînement était bien documenté. Des années passées au Japon à obtenir des grades élevés en Iaido et en Aïkido, devenant même le premier étranger à diriger un dojo d'Iaido là-bas. Il avait servi de coordinateur d'arts martiaux dans des films avant de passer à l'acting, où son style, basé sur le contrôle, la redirection et les verrouillages articulaires, se distinguait des techniques acrobatiques à coups de pied aux d'autres stars de cinéma. Frank Dux, en contraste, était un homme dont la célébrité était enveloppée de mystère. Il prétendait avoir été formé au Koga Yamabushi Ninjutsu sous un maître nommé Sanzo Tanaka, passant des années à apprendre des techniques de furtivité, de vitesse et de précision. Son nom a explosé dans la culture populaire après la sortie de Bloodsport, un film prétendument basé sur ses expériences réelles dans un tournoi secret connu sous le nom de Kumite. Les crédits de fin du film vantaient des réalisations extraordinaires. 56 knockouts consécutifs, le temps de knockout le plus rapide, et plus de 300 victoires. Mais tandis que ces chiffres enflammaient les imaginations, ils n'ont jamais été vérifiés indépendamment. Dans les cercles des arts martiaux, son histoire était aussi divisive que célèbre. À la fin des années 1990, Seagal et Dux étaient tous deux des noms bien connus dans la communauté des arts martiaux, bien que pour des raisons très différentes. Seagal avait un parcours prouvé, parfois polarisant, en tant qu'instructeur et pratiquant légitime. Dux avait le mystère d'un homme prétendant avoir combattu et gagné dans un monde caché que peu croyaient exister. Sur le papier, il semblait destiné à s'affronter, mais peu pensaient que cela arriverait un jour. Cela changea quand les deux furent invités à une exhibition privée d'arts martiaux à North Hollywood. L'événement n'était pas ouvert au public et il n'y avait pas de plan pour le filmer. La liste des invités comprenait des instructeurs de haut niveau, des coordinateurs de cascade et des chorégraphes de combat, des gens qui vivaient et respiraient les arts martiaux pour gagner leur vie. L'idée était de réunir des pratiquants de différents styles pour démontrer des techniques et échanger des idées. Du moins, c'était le plan. À mesure que la date approchait, des rumeurs commencèrent à circuler parmi les participants. Seagal et Dux étaient tous deux confirmés, et aucun des deux ne semblait intéressé par une simple démonstration de mouvements répétés. Il y avait des discussions sur un combat d'entraînement amical entre les deux, quelque chose qui testerait les compétences sans la prétention d'un combat mis en scène. La possibilité suffisait à faire crépiter l'atmosphère d'anticipation. Seagal arriva le premier, vêtu d'un simple géi noir et bougeant avec sa confiance habituelle, sans hâte. Il salua quelques personnes calmement, puis monta sur le tatami pour s'étirer et rouler des épaules. À sa taille, il semblait encore plus imposant dans les espaces confinés du dojo, ses mouvements économiques mais intentionnels. Dux entra quelques minutes plus tard dans un géi blanc avec une ceinture noire nouée serrée à la taille. Il balaya la pièce du regard, les yeux vifs, puis échangea des hochements de tête avec quelques visages familiers. Il semblait plus léger sur ses pieds, déplaçant son poids avec facilité tout en s'échauffant avec des mouvements courts et nets. Les deux hommes se serrèrent la main brièvement, une poigne ferme, un contact visuel direct, mais sans bavardage. Quel que soit le respect mutuel qui existait entre eux, il était tempéré par un défi silencieux. L'arbitre, un instructeur senior respecté pour son impartialité, se plaça entre eux et posa les règles. Ce serait un sparring à contact complet, mais avec des restrictions. Pas de coup à la tête, pas d'intention de blesser, et le match durerait jusqu'à expiration du temps ou qu'un homme prenne un avantage décisif. Les deux acceptèrent sans hésiter. Le moment où ils se mirent en position, la pièce devint silencieuse.
La poignée de spectateurs se pencha en avant sur leur siège. Seagal se tenait droit, sa posture ouverte mais ancrée, les mains prêtes à intercepter plutôt qu'à frapper en premier. Dux adopta une posture plus lâche et mobile, son poids se déplaçant alors qu'il rebondissait légèrement sur la pointe des pieds. Pendant les 10 premières secondes, ils tournèrent en rond, testant la distance. Dux bougea en premier avec un jabé rapide, et Seagal répondit en inclinant légèrement son corps, gardant l'homme plus petit juste hors de portée. Puis Dux fonça, lançant un coup de pied bas vers le tibia de Seagal. Seagal le laissa glisser sur sa jambe, avançant en même temps pour stopper le mouvement de Dux avec une paume légère sur la poitrine. Ils se séparèrent à nouveau, les yeux rivés l'un à l'autre. Dux frappa ensuite, cette fois avec une rafale de vitesse, un jabé au torse, un crochet sur le côté. Le bras gauche de Seagal se leva pour bloquer le jabé, sa main droite attrapant le crochet à mi-parcours. D'un tour rapide, il détourna le momentum de Dux, appliquant un verrouillage articulaire debout qui le força à se plier légèrement. Dux se libéra presque instantanément, reprenant sa posture. Les spectateurs murmurèrent, impressionnés par la vitesse de l'attaque et de la contre-attaque. Dux commença à utiliser des feintes pour masquer ses intentions réelles, montrant un coup de pied bas avant de claquer une frappe vers les côtes de Seagal, puis se retirant avant que l'homme plus grand ne puisse s'approcher. Seagal resta patient, laissant Dux dépenser de l'énergie tout en contrôlant le centre du tatami. Puis Dux trouva son premier coup propre. Timing son entrée parfaitement, il glissa à l'intérieur de la portée de Seagal et porta un coup de poing court et sec au corps. Ce n'était pas assez pour blesser, mais cela toucha avec précision. Il suivit avec une autre frappe, celle-ci effleurant le côté de Seagal avant que l'homme plus grand ne pivote pour s'éloigner. La contre-attaque de Seagal fut presque immédiate. Alors que Dux tentait de presser, la main de Seagal jaillit, attrapant son poignet et le tirant en avant dans un mouvement balayant. Dux trébucha d'un demi-pas avant de se rattraper, se libérant avec un roulé rapide. Les échanges étaient rapides, mesurés et tendus. Chaque fois qu'un homme semblait prendre l'avantage, l'autre trouvait un moyen de rééquilibrer. Le combat physique était égalé par un combat psychologique. Ni l'un ni l'autre ne voulait montrer de frustration, ni donner à l'autre la satisfaction de voir du doute. À mi-parcours, le rythme changea. Dux lança une autre attaque, feintant au avant de balayer bas vers la jambe avant de Seagal. Cette fois, le balayage toucha, forçant Seagal à ajuster son équilibre. Dux bondit avec un coup de coude court aux côtes, suivi d'une paume au torse. Seagal recula pour absorber les coups, son expression inchangée, mais la foule savait que Dux venait d'avoir l'un de ses meilleurs moments jusqu'à présent. Seagal répondit en augmentant la pression. Son jeu de pied devint plus assertif, coupant les angles de Dux et le forçant à travailler plus dur pour trouver des ouvertures. Quand Dux tenta un autre balayage, Seagal l'anticipa, tournant autour et utilisant le mouvement pour guider l'équilibre de Dux sur le côté. Cela ne le mit pas au sol, mais stoppa son momentum. Maintenant, les deux respiraient plus fort. La sueur marquait le tatami là où leurs pieds s'étaient plantés et pivotés, pourtant aucun ne ralentissait. Les échanges continuaient, la vitesse et l'imprévisibilité de Dux contre la portée et le contrôle de Seagal. Les spectateurs sentaient qu'il assistait à quelque chose d'inhabituel. Ce n'était pas une scène de combat hollywoodienne. C'étaient deux hommes, chacun avec son propre style et son histoire, essayant d'imposer leur volonté à l'autre. Et jusqu'à présent, aucun n'avait réussi à le faire longtemps. La tension dans le dojo était palpable alors qu'ils tournaient à nouveau, chacun attendant le moment qui pourrait décider du combat de manière décisive. Le rythme du combat s'était installé en un va-et-vient prudent, mais sous la surface, la fatigue s'insinuait. Les rafales de mouvement étaient nettes et rapides, mais les pauses entre elles s'allongeaient légèrement. Les deux hommes savaient que, avec la fatigue, le risque de commettre une erreur augmentait. Ils savaient aussi que, à ce stade, une seule erreur pourrait tout décider. Dux pressa à nouveau, de petites traces de sueur captant la lumière alors qu'il bougeait. Il feinta avec un jabé au milieu, puis claqua un crochet rapide vers le côté de Seagal. L'homme plus grand le bloqua sur son avant-bras, son expression calme, mais Dux reculait déjà hors de portée, refusant d'être immobilisé dans l'un des verrouillages de Seagal. La foule de spectateurs remua légèrement sur leur siège. Ils n'étaient pas là pour voir un combat de film tape à accent grave-l'œil. Ils étaient là pour voir la compétence rencontrer la compétence.
Et c'est exactement ce qu'ils obtenaient. Seagal ajusta sa posture, glissant un pied en avant, son poids équilibré, ses yeux fixés sur la poitrine de Dux plutôt que sur son visage. Il savait que la poitrine révélait plus sur les intentions d'un adversaire que les yeux. Dux, léger sur ses pieds, continuait de se déplacer d'un côté à l'autre, cherchant un angle. Puis, sans avertissement, Dux explosa en avant. Un coup de pied bafouetta vers la cuisse de Seagal, et avant que Seagal ne puisse s'éloigner complètement, un coup de poing court suivit aux côtes. Les frappes touchèrent assez proprement pour faire expirer l'homme plus grand. Dux tenta de suivre avec un coude, mais cette fois, Seagal bougea, fermant la distance avant que le coup ne puisse toucher. Il attrapa le bras de Dux, utilisant son propre poids pour le pousser en arrière. Dux roula son épaule et se libéra d'un tour, pivotant pour éviter d'être traîné au sol. C'était une pensée rapide, et cela lui valut quelques murmures d'appréciation des spectateurs. Les échanges devinrent plus courts maintenant, les deux hommes conscients que tenter d'enchaîner trop de mouvements risquait de les faire attraper. Un jab ici, une déviation là, un bref choc d'avant-bras avant la séparation. La tension était assez épaisse pour la sentir dans l'air. Tout le monde retenait son souffle, attendant de voir qui ferait le mouvement final. Les dernières minutes du match s'écoulaient, et les deux hommes savaient qu'ils avaient besoin de quelque chose de décisif. Un combat serré pouvait être débattu dans les deux sens, mais un moment clair de contrôle à la fin laisserait peu de place au débat. Dux fut le premier à s'engager. Il avança avec une combinaison conçue pour submerger. Coup de pied bas, jab, crochet, un autre coup de pied bas. La rafale vint vite, et bien que Seagal absorbe certains coups et par les autres, le rythme le força à céder du terrain. C'était une poussée agressive, et pendant un instant, Dux avait Seagal reculant vers le bord du tatami. Mais juste quand Dux s'avança pour ce qui ressemblait à une frappe finale, le timing de Seagal changea. Au lieu de reculer à nouveau, il avança, laissant le momentum de Dux les porter en quartier proche. Sa main gauche se referma sur le poignet de Dux, sa droite pressa l'épaule, et d'une rotation nette du corps, il redirigea l'énergie de l'homme plus petit vers le bas. Le takedown fut fluide, contrôlé et décisif. Dux heurta le tatami avec un bruit sourd, le dos contre la toile. Avant qu'il ne puisse se relever, Seagal transitionna en un pain, piégeant le bras et l'épaule de Dux tout en utilisant son poids et la position de son genou pour empêcher une échappée. Dux tenta de rouler, se tordant pour se libérer, mais le levier n'était pas là. Le contrôle de Seagal était ferme sans être cruel, sa technique verrouillant Dux sans risquer de blessure. L'arbitre, voyant que la position était sécurisée et que l'horloge était presque écoulée, intervint et arrêta le combat. Seagal libéra immédiatement, se relevant et tendant la main. Dux l'accepta, et les deux hommes se tinrent un instant, respirant fort, la sueur coulant, les yeux rivés l'un à l'autre. Un hochement de tête passa entre eux. Pas de vantardise, pas d'hostilité, juste la reconnaissance silencieuse de deux combattants qui s'étaient poussés à la limite. Les applaudissements de la foule étaient respectueux et mesurés. Ils savaient ce qu'ils avaient vu, un combat de compétences, de contrôle et de timing entre deux artistes martiaux très différents. Le verdict officiel de l'arbitre fut que Seagal avait gagné. Il avait terminé le match en contrôle total, et son takedown final avait été aussi propre que décisif. Mais les discussions, alors que les gens quittaient le dojo, racontaient une histoire plus complexe. Certains arguaient que la vitesse et les frappes propres de Dux avaient rendu le combat bien plus serré que le verdict ne le suggérait. D'autres estimaient que la capacité de Seagal à dicter la distance et à stopper les attaques l'emportait sur les points marqués par la rafale offensive de Dux. En vérité, cela avait été serré. Les deux hommes avaient eu des moments où ils contrôlaient l'action. Les deux avaient forcé l'autre à s'adapter, mais dans l'échange final, c'était Seagal qui avait le timing, le positionnement et la technique pour terminer le match à ces conditions. Le combat ne fut jamais rendu public. Aucune caméra ne l'avait enregistré, et ceux qui étaient présents comprenaient que ce n'était pas pour une consommation de masse. Pourtant, au fil des années, l'histoire se répandit discrètement dans les cercles des arts martiaux, chaque récit légèrement différent, mais tous s'accordant sur l'essentiel. Quand Steven Seagal a combattu Frank Dux, le match était tendu, technique, et décidé par un seul mouvement bien exécuté dans les secondes finales. Pour Seagal, c'était une réaffirmation de ses compétences réelles au-delà des films. Pour Dux, c'était la preuve qu'il pouvait pousser un artiste martial respecté et prouvé au bord du gouffre.
Et pour ceux qui l'ont vu, c'était une chose rare. Une rencontre entre deux légendes dont les réputations avaient suivi des chemins si différents, se heurtant sur un seul tatami dans un combat qui était autant sur le respect que sur la victoire. Quels deux artistes martiaux voudriez-vous voir s'affronter tête-à-tête si vous en aviez l'opportunité? Partagez vos pensées dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour la prochaine vidéo sur Ancienne Star.